Maintenant, place au talk. Le DevOps. Lorsque j'en discute autour de moi dans un environnement avec des startups, des grands groupes, des jeunes, des moins jeunes, souvent on me dit ouais, ok, le DevOps ça marche quand t'es petit, ça marche quand t'es une petite équipe. Moi je peux pas me le permettre. Mon entreprise elle est immense, c'est un dinosaure de son secteur, ça marchera jamais. La personne qui me dit ça, demain je pourrais lui dire eh bien non, en fait tu peux. Je pourrais lui dire ça grâce à nos premiers intervenants qui ont mis en place la démarche DevOps au sein de Crédit Mutuel Arkea. Merci d'accueillir David Hervieux et Philippe Le Guen avec un tonnerre d'applaudissements. On ne va pas pouvoir continuer à travailler comme ça. Les développeurs nous challengent tous les jours. Ils veulent des environnements, projets qui correspondent à leurs besoins, un time to market réduit, de l'autonomie. En même temps, côté production, on a fait des choses relativement carrées jusqu'ici pour permettre d'avoir des applications qu'on puisse suivre et exploiter en production. D'un autre côté, je crois qu'on n'est pas aligné entre les besoins de la prod et les besoins de nos développeurs. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Le changement, c'est à faire. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ça fonctionne très bien comme ça. Le matin, quand j'arrive, je sais exactement ce que j'ai à faire. Ils vont me remplacer par des robots. En plus, si on commence à donner la main aux études, on sait très bien comment ça va se terminer. Les mises en prod seront faites n'importe comment, il n'y aura pas de supervision, enfin, ce sera le bordel en production, quoi. Bonjour, je suis David Hervieux, je suis responsable du cloud au Crédit Mutuel Arkea. J'étais précédemment responsable de la forge de développement, de construction et de livraison applicative. Donc je suis plutôt un dev qui a tourné vers l'infrastructure. Bonjour, Philippe Le Guen, coordinateur de projet d'intégration au sein de la production, donc plutôt typé Ops. La présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, donc la mise en œuvre du DevOps dans une entreprise classique. Vous verrez qu'au cours du talk, on n'est pas une entreprise si classique que ça. Donc c'est un peu l'aventure qu'on a pu avoir lors de la mise en place de cette démarche. Alors pour commencer, on va vous présenter qui nous sommes. Donc le Crédit Mutuel Arkea, c'est un ensemble de filiales qui en fait recouvre tous les domaines de la banque assurance. Donc parmi les filiales que vous allez connaître le plus, ce sont les filiales de distribution que l'on possède, comme Fortuneo, banque en ligne, la cagnotte Litchi et dernièrement le compagnon Max que l'on offre également. Alors le Crédit Mutuel Arkea, c'est 10 000 collaborateurs, c'est plus de 4 millions de clients, et puis c'est surtout une banque qui est très orientée dans le monde du digital, comme vous avez pu très certainement le voir dans les communications que l'on peut faire régulièrement dans la presse spécialisée. Alors ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça part de travaux qui ont été menés à partir de 2014 et un petit peu avant, sur toutes les problématiques d'infrastructure as a service, IaaS, et toutes les parties containerisation donc, qui ont pu être menées dans les différentes équipes d'infrastructure. Donc à cette époque-là, on a aussi un rapprochement des équipes de métier et les équipes MOE qui a lieu à travers les démarches d'agilité. Donc ce qu'on vous propose, c'est de retracer un petit peu cette histoire depuis ce point de 2014. On est relativement organisé de façon classique dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, on va retrouver un silo métier. Donc aujourd'hui, en termes de volume, on a plusieurs dizaines de métiers qu'on va avoir au sein de nos différentes filiales. On a une relation 1 pour 1 entre un service métier et un service MOE, donc au niveau études. Ce service études, il délègue un certain nombre de développements, il en fait en interne, mais il en délègue à l'extérieur, dans les centres de services, dans des TMA. Donc on va avoir potentiellement plusieurs centaines de développeurs à adresser sur ces thématiques. Et enfin, on est en relation de N service études vers un service de production au sein de ces derniers silos. Donc à la production, on est divisé en plusieurs services, regroupant plusieurs exploitants. Chaque exploitant est en relation avec différents domaines d'études, donc il gère plusieurs applications. On s'appuie sur les équipes d'infrastructure, comme le réseau, le système, le middleware. Au niveau technique, on s'appuie sur une démarche ITIL, donc avec un workflow d'orchestration
d'équipes d'infrastructure, qui soient internes ou centres de service. On a donc 4 environnements figés avec chacun sa fonction. Ils sont plus ou moins utilisés. Ces environnements sont mis à disposition semi-automatisés, donc chaque équipe a automatisé sa partie, mais pas de bout en bout, donc ils ne sont pas forcément disponibles au même moment. Et le premier environnement, il va être disponible au T0, qui correspond à la présentation de l'application à l'équipe infrastructure, plus 3 semaines, ce qui est un délai assez long. Là-dessus, on a de gros soucis de mise à jour, de supervision, et ils sont vraiment figés dans le temps. Alors, ce qu'on a pu constater côté prod et les problématiques rencontrées, c'est que nous, on est garant de la qualité de service, mais à aucun moment, en fait, on est acteur des phases de validation du projet. On a une difficulté à gérer le patch management sur des infrastructures qui sont mutualisées, hébergeant plusieurs applications, ayant chacune un cycle de vie différent. On a une mise en production qui va être faite par un centre de service, donc qui est suivi dans le workflow, et ce centre de service n'est pas en lien avec la production. Donc la production va subir cette mise en production. Derrière, on a la supervision qui est instrumentée de façon manuelle, donc qui se rajoute aux tâches du quotidien. Donc quand une application arrive en production, très souvent la mise en exploitation arrive bien plus tard, ce qui peut poser problème sur les applications. Alors si on se place depuis un angle de développement, aujourd'hui ce qu'on peut constater, c'est que quand je démarre un projet, je pense que ça va vous faire écho, on retrouve souvent associé à le démarrage la date de mise en production alors que rien n'a commencé. Au niveau de la maturité, certains se demandent est-ce que c'est un intérêt de commencer à faire des tests unitaires, et d'autres sont déjà en train d'automatiser des tests fonctionnels. Ensuite, entre les besoins que je peux exprimer en termes d'environnement de projet, de runtime applicatif pour pouvoir faire des développements sur des nouvelles forges, on n'a pas d'alignement entre l'offre que l'on peut nous proposer au niveau de l'exploitation et puis ce que du coup j'ai en capacité à envisager pour répondre à de nouvelles problématiques. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de n'avoir qu'un seul runtime d'exécution en production. Et puis bien que, on va dire dans la démarche projet, on ait quelque part l'exploitation qui soit un élément à prendre en compte, quelque part il reste le parent pauvre et il arrive très tard dans le cycle de projet et souvent sous-estimé dans la mise en œuvre. Alors si on devait juste faire le tableau ici, quelque part on ne fait que pointer les éléments qui peuvent paraître défaillants, mais si on se pose 30 secondes, quelque part, c'est ce qu'on nous a demandé. Les devs, on leur demande d'être présents et d'arriver à produire leur livrable pour une date. On leur demande de mettre en œuvre des choses pour répondre à des besoins particuliers. Côté production, on est très orienté souvent à un axe de QS, donc on met en place tous les process pour sécuriser au maximum. Et du coup, on se rend compte qu'on a un déphasage entre les attentes de nos développeurs et les attentes de la production. Donc quelque part, en courant 2015, on se dit qu'il est peut-être temps de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et de faire causer les développeurs avec les ops pour essayer de pallier à tous les éléments qu'on vient de voir. Alors comment on a mis en œuvre cette première démarche de tentative DevOps au sein de l'entreprise ? On a d'abord identifié des projets pilotes, aussi bien sur la partie développement que sur la partie ops. Donc côté développement, on avait en ligne de mire la refonte de notre site mobile. Et côté infrastructure, la mise en place d'un cloud privé qui allait servir à avoir l'agilité demandée au niveau de nos développeurs pour mettre en œuvre cette nouvelle refonte applicative. Une fois qu'on a identifié les projets, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des personnes expertes, chacune dans leur domaine, volontaires pour le changement, donc très important, des gens qui voulaient changer la façon de procéder, qui voulaient casser la façon dont on pouvait travailler, pour être capable de se remettre en cause. Et on a fait du coup un groupe projet, donc 2 équipes projet, qu'on a fait communiquer ensemble. On n'avait pas les personnes sur le même plateau, on les a fait communiquer ensemble par des points de rencontre. Donc cette expérimentation, elle s'est déroulée de septembre 2015 à mai 2016. On a commencé, du coup, comme disait David, par se regrouper. En point hebdo, on a mis en place des brainstorming, par exemple, où chacun a pu exposer ses attentes, ses objectifs et aussi ses contraintes. On a vite compris que chacun avait besoin de l'autre, qu'un dev ne pouvait pas se substituer à un ops et qu'un ops ne pouvait pas se substituer à un infra.
on a réfléchi à comment mettre en place le CI/CD pour pouvoir prendre en charge les tests automatisés, avoir un environnement beaucoup plus flexible pour pouvoir générer à la volée des environnements de test, des environnements de POC, et aussi comment orchestrer le cloud privé fourni, tout en intégrant la partie réglementaire et la partie sécurité. Derrière, il a fallu qu'on repense notre façon de monitorer tous ces environnements qui sont volatiles et à l'échelle, où une application peut être générée et supprimée dans la même demi-heure. Et du coup, on a effacé tout ce qu'on avait fait avant et remis des choses beaucoup plus carrées. Et ce qu'on a vraiment réfléchi, c'est sur la matrice des responsabilités de chacun. Il est important de savoir en fait où les actes et les responsabilités commencent et s'arrêtent pour chaque équipe. Alors, si on doit faire juste rapidement le bilan de cette phase de 6 mois, quelque part, c'était peut-être même écrit avant, on avait les bonnes personnes, la co-construction, ça a marché. Donc si je me place du point de vue développeur, quelque part, il voulait avoir des environnements sur lesquels il avait la main. Là, on lui offre la capacité de se provisionner ces environnements à la demande. Il a la capacité de les générer en quelques minutes. Il a des nouveaux runtime applicatifs qu'il peut intégrer grâce à la containerisation qu'on propose. Il a la possibilité de se générer des environnements complètement volatiles pour des tests de performance, de la démo, du labo. Donc on gère l'obsolescence également. Il n'a pas besoin de se poser la question sur le réglementaire par rapport à la résilience de son application, puisque les ops ont construit une solution qui permet de gérer la disponibilité dans les différents data centers. Donc quelque part, côté des développeurs, j'ai réussi à atteindre les objectifs grâce à la fourniture d'une plateforme qui me permet de les atteindre. Donc maintenant, on fait du monitoring systématique sur tous les environnements avec des consignes génériques. On fait de l'infrastructure as code, donc on fournit des images Docker internes, intégrant la partie donc réglementaire, la partie sécurité, la partie mise à jour. Donc on supprime la dette technique. Toutes ces images sont mises à disposition des développeurs une fois qu'une batterie de tests a été faite et validée par l'équipe infrastructure cloud. Derrière, on peut gérer maintenant l'obsolescence des OS. On peut gérer la génération de ces environnements à la volée et tout est automatisé de bout en bout. Alors ça paraît être un beau tableau, effectivement, parce qu'on a les bonnes personnes, mais quelque part, cette approche, elle a eu quelque part, il y a eu des moments où ça n'a pas forcément été tous les jours très facile. Techniquement, il n'y a pas forcément eu de gros problèmes. Mais c'est une approche où on a mis ensemble des experts. Donc qui dit des experts, dit des personnes qui sont généralement avec une grande force de conviction. C'est ce qui fait aussi qu'ils arrivent à faire passer leurs idées. Mais là, quelque part, il y a eu des moments où il y a eu besoin de gérer les confrontations. Des discussions, par exemple, autour de combien de plateformes cloud on va mettre à disposition dans notre entreprise. Donc qui dit normalement mise en place d'un cloud, dit consolidation des ressources, donc diminution de la MCO. Donc on va construire une grosse plateforme. Et à contrario, on a aussi des contraintes réglementaires qui nous forcent à dire finalement, il faut que vous soyez capable de prouver que votre environnement de production il est isolé de votre hors production. Donc là, les débats ont tourné autour de la MCO versus les réglementaires. On a vite fait le choix sur le réglementaire de séparer la production de leur production. Autre thématique, plus orientée développeurs. Les développeurs avaient la volonté de pouvoir déployer plusieurs conteneurs par VM. Pour ceux qui s'intéressent de vouloir faire par exemple du Docker Compose sur des VM, alors que la responsabilité du modèle de résilience était côté infrastructure. Donc c'est pareil, là ça a été assez simple de trancher, mais ça a généré beaucoup de frustration. Et donc c'est quelque chose qu'il faut animer au cours des différents débats et il faut réussir à gérer le fait que des personnes puissent du coup avoir des demandes ou les attentes qu'elles ont, subir certains compromis. Ensuite, si je me positionne dans une approche d'extension de cette démarche à l'entreprise, finalement, j'ai pris des experts. Les experts, tout le monde sait, ce n'est pas une ressource illimitée dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus. On a quelques experts dans chaque équipe. Donc, c'est comment on va faire pour passer ce modèle à l'échelle de l'entreprise avec des centaines de développeurs. Donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que cette approche, elle est vraiment réalisable à grande échelle ? Et puis en automatisant un certain nombre de choses dans la démarche, on se rend compte que finalement, on va changer aussi les frontières des différents métiers, puisqu'on automatise un certain nombre de choses, on change le périmètre de responsabilité, donc il risque d'avoir un volet RH assez fort d'accompagnement sur cette thématique. Et donc du coup, en 2015, on
on a la volonté, en fait, après cette démarche de 2015 à 2016, on a la volonté d'étendre cette démarche dans l'entreprise avec 2 types de stratégies. La première qui est de dire, on va faire du DevOps tel qu'on peut l'entendre de la manière théorique, donc ce qu'on a appelé nous du DevOps intégré, donc des devs avec des ops qui sont dédiés dans ces équipes, et puis un DevOps pragmatique dans lequel finalement on va essayer de tirer le meilleur des 2 mondes, donc essayer d'obtenir les résultats qu'on a vus sur l'expérimentation et puis de réutiliser un petit peu ce qu'on avait fait jusqu'à présent qui marchait bien. Et donc on a un projet pilote de grande envergure qui va venir soutenir cette démarche d'extension à grande échelle qui est de passer l'intégralité de nos développements applicatifs sur le cloud privé. Donc, cette expérimentation avec une orientation You Build It, You Run It a permis de créer une équipe donc, de dev en y intégrant donc, des profils plutôt Ops. Ils deviennent en fait autonomes et responsables de leur infrastructure, de l'intégration jusqu'à la production. Donc ils prennent en charge aussi les parties astreintes de leur périmètre applicatif. Et tout ça est possible grâce au monitoring systématique qu'on a pu mettre en place et les consignes. Et donc ils s'appuient sur le niveau 1, donc le pilotage qui est fourni par la production. Donc derrière, on voit qu'en fait, on a recréé ou déplacé des jobs qui existaient au sein de la production. Et ce qui nous amène du coup à la deuxième démarche plus pragmatique du mode DevOps hybride. Alors, quand on va vouloir mettre en place cette démarche hybride ou pragmatique du DevOps, ce qui va nous intéresser, c'est de répondre à 2 questions. La première, c'est comment je fais pour étendre cette démarche sans avoir une multitude d'experts pour accompagner les équipes de développement. Et puis en même temps, c'est comment je peux pérenniser ce que j'ai construit sur la production, parce qu'il y a des choses qui marchent bien. J'ai des process qui ont été construits, qui garantissent un certain nombre de choses. Donc finalement, c'est peut-être pas la peine de les remettre complètement en question. Il y a peut-être des points qu'on peut récupérer dans cette approche. Alors, comment on a amené cette démarche d'envergure dans l'entreprise? Quelque part, on a anticipé les choses par des présentations plénières au sein notamment de la production. Donc on a rassemblé, comme vous êtes aujourd'hui, un certain nombre de personnes pour leur expliquer voilà ce qu'on va mettre en place, voilà ce qu'on va faire, comment ça va se dérouler. Et dans cette démarche DevOps, on va créer de nouvelles fiches métiers, notamment le rôle d'Ops, le rôle de coordinateur de projet d'intégration. Donc il y a des nouveaux métiers qui ont été amenés en présentant cette nouvelle façon de travailler. Pour accompagner ce changement, ces nouvelles fiches métiers, quelque part, on a aussi créé des modules de formation qui ont permis d'asseoir un petit peu la démarche et de dire aux personnes, vous allez être accompagnés dans cette démarche, on va vous former pour que vous puissiez appréhender déjà la philosophie et les outils qu'on a mis à disposition pour supporter cette nouvelle philosophie. Et pour les Ops, qui vont avoir un rôle, comme va le préciser Philippe, assez important dans la démarche, on a fait une partie coaching infra-Ops pour que du coup les Ops se sentent à l'aise dans tout le tooling qu'on leur fournit, dans toute la forge de développement et tous les nouveaux services qu'on peut avoir proposés dans notre cloud privé. Donc côté production, ça se traduit par une restructuration de la prod avec la création de ces nouveaux rôles Ops, avec une mission mise à jour. Donc l'Ops, il a vraiment une appétence pour les deux domaines, Dev et Infra. Dans un premier temps, il doit accompagner les études sur la mise en place du CICD, leur rappeler aussi les bonnes règles, les bonnes pratiques pour avoir des environnements stables et à jour, donc en y intégrant les bonnes applications, mais aussi de vraiment être à l'écoute des études, de remonter à l'infra et vice-versa, de pouvoir remonter les nouveautés côté études. Ça s'est traduit aussi par, plus cosmétique, l'ajout de l'acronyme OPS dans les noms de services. Par exemple, moi, je fais partie du service distribution. Maintenant, je suis dans le service OPS distribution. Dans un second temps, ça a été de pérenniser l'équipe expérimentale cloud pour créer une équipe dédiée cloud infrastructure. Cette équipe-là a pour rôle de fournir un catalogue de services aux Ops et aux devs, tout en y intégrant la partie réglementaire. Cette industrialisation en fait, nous a permis de mettre en œuvre des outils qu'on a déjà dans la maison, mais qu'on n'avait pas réussi à généraliser jusqu'à présent, comme les logs centralisés, avec l'obsolescence, la non-persistance des données sur le cloud privé, l'APM AppDynamics, par exemple, qui nous permet de suivre les performances applicatives en temps réel, et Grandma, qui est un outil interne qui exécute des tests toutes les minutes en production, qui permettent de valider fonctionnellement chaque service exposé dans le cloud. Donc ces 3 applications, en fait, ça nous forme le triptyque gagnant
pour passer en production. C'est là où avant la production subissait les mises en prod, maintenant on a su se rendre plus flexible mais intransigeant. Si une application lui manque une des 3 applications, elle ne passera pas en production. Il pourra revenir vers nous que quand il aura les trois évolutions Kibana, AppDynamics ou l'application Grandma. Donc ceci, ça nous a permis vraiment d'avoir des environnements beaucoup plus stables et de ne plus subir ces mises en exploitation, où maintenant, on sait que quand l'application va arriver en production, elle aura tout ce qu'il faut pour travailler. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est l'impact que ça pouvait avoir, c'est la croissance, qui était à plus de 400 VM par mois. Et par exemple, AppDynamics ou les logs centralisés, la plateforme n'est pas du tout taillée pour, donc ils ont dû subir un upgrade en urgence. Ou côté OpenStack, dès qu'on a ouvert le projet, on a dû re-remplir les baies pour pouvoir répondre à la demande. Alors, si on devait faire l'explication de cette démarche après d'expérimentation, de la démarche pragmatique au niveau de nos équipes études, ce qu'on va vite se rendre compte, c'est que le You Build It, You Run It, c'est no way. Il n'y a pas moyen. Bon, je sais, ça peut être bizarre, on est au DevOps Rex. Le You Build It, You Run It, c'est un petit peu dans la culture. Mais finalement, on a regardé ce qui s'est passé. On est parti sur une phase de pilote avec 2 équipes de MOE. Et rapidement, le fait de leur avoir donné du tooling avec de l'autonomie sur leur partie hors production, et puis leur dire vous avez aussi une partie de responsabilité sur la prod, quelque part, ils ont tout de suite pris peur. Voilà. Et ils se sont dit, nous, on veut s'intéresser uniquement à la partie hors production. Donc on en est arrivé à ajuster avec ces 2 équipes-là la modalité de fonctionnement d'un DevOps pragmatique, et ils ont repris la complète autonomie sur l'environnement de développement, donc avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui était bénéfique dans la phase d'expérimentation. Et puis sur la partie production, on récupère côté Ops toute la responsabilité de passer par un SaaS de livraison, de déploiement et de mise en production et exploitation des applications. Donc quelque part, c'est dans un cercle vertueux où chacun retrouve un petit peu la main sur ce qu'il voulait pouvoir maîtriser et donc du coup réussit à avancer plus facilement et de manière beaucoup plus collaborative de cette façon. Donc sur les feedbacks qu'on peut avoir, ça va être entre les devs et les ops, c'est très cadré sur le catalogue de services fourni par l'équipe infrastructure cloud. Ensuite, entre les devs hybrides, donc ceux qui sont partis sur une démarche pragmatique, et les infras, quelque part, le point de contact vont se faire uniquement au début de projet. C'est-à-dire que c'est en général des projets qui vont avoir des spécificités et qu'il va falloir anticiper au niveau soit des services de l'infrastructure, soit dans la méthodologie de déploiement. Et ensuite, dans tout le cycle projet, c'est le Ops qui va récupérer son rôle et qui va accompagner le projet. Dans la démarche DevOps intégrée, donc ceux qui sont dans la partie complètement théorique et mise en pratique de cette théorie, on essaye côté infrastructure d'avoir des points de contact ou de créer ces points de contact pour pouvoir récupérer, parce qu'en général c'est des équipes qui ont pas mal d'avance dans la mise en œuvre, de récupérer ce qu'ils ont fait de bien pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Et puis quelque part ça nous permet aussi, nous côté infrastructure, d'anticiper de futurs besoins qu'ils pourraient avoir ou de réaliser des nouveaux services sur notre plateforme pour répondre à certains types de besoins qu'ils pourraient avoir. Côté Ops, on est vraiment là pour montrer les avantages de cette solution aux équipes études. On est là aussi pour répondre à leurs contraintes, les remonter côté infrastructure. En gros, en fait, on est les commerciaux de la solution et du catalogue de services. Donc on dit merci qui ? Merci Philippe. Alors si on doit tirer le constat 1 an et demi après la mise en place de cette démarche, donc c'est-à-dire en gros de maintenant moins 1 an et demi qui nous ramène à 2016, on a du dev versus du dev. Alors pourquoi ? On a les devs qui ont complètement pris la démarche, donc la façon de travailler en mode DevOps, et qui se sont dit finalement tout le tooling, toute la façon dont on me propose de travailler, l'autonomie dont je vais pouvoir bénéficier, c'est ce que j'attendais. Et une fois qu'ils ont fait le pas, et finalement ils ne reviennent plus en arrière. Et puis il y a les devs qui se posent encore la question de savoir est-ce que ça a un intérêt de passer dans cette démarche et qui du coup restent en observation actuellement. Et le principal problématique reste aussi la prise en main de tout le tooling qu'on a pu mettre en place et donc la difficulté à s'appréhender ce nouvel écosystème. Côté Ops, donc on a les Ops versus Ops. Comme on disait au tout début, il y a les Ops qui sont un peu réticents au changement, où les procédures en fait rassurent au quotidien. Et les Ops qui au contraire voient une évolution de leur métier, une ouverture vers de nouvelles technologies.
Et puis dernier versus, c'est le infra versus infra. Alors on entend moins parler de ce genre de choses, mais quelque part on a l'infra qui travaille d'une façon où on virtualise des environnements, où on fait du déploiement automatisé sur des clusters de VM, versus des personnes qui veulent travailler en mode infrastructure as code, où l'approche est plus de provisionner et de décommissionner des infrastructures. Et quand je suis capable de l'approvisionner quand je veux, voilà, on estime qu'il y a une MCO en moins à gérer, et du coup on a des rapports un petit peu pas faciles tous les jours dans l'appréhension de ces deux façons de voir les choses. Si on devait retenir 3 choses aujourd'hui, la première, c'est que quand on a mis en œuvre la démarche DevOps, on a essayé de ne pas être dogmatique. On a positionné le curseur en fonction de nos besoins. On a vu qu'on avait une démarche DevOps très théorique et qui a amené des plus-values en termes d'autonomie et de maîtrise depuis le développement jusqu'à la production. On a l'approche pragmatique dans laquelle on a positionné le curseur en disant voilà, on garde la main sur la production côté Ops, en gardant aussi tout ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'on le faisait certainement bien sur certaines choses. Et puis tout ce qui est, on va dire, développement, où là finalement on a redonné la main au développeur. Il peut faire ce qu'il veut à partir du moment où il remplit le contrat fourni par l'Ops. Ce qui est important aussi, c'est vraiment le partage. Et la partie organisationnelle qui est adaptée vraiment à chaque culture, à chaque entreprise. Nous, on a essayé les formations, le coaching, les notifications, les réunions de service, les office hours aussi. Et tout ça, c'est vraiment à adapter en fonction du personne qu'on a en face et de l'échange qu'on peut avoir avec chacun. Et puis, est-ce que la démarche, si vous l'anticipez, c'est un critère de réussite? Quelque part, nous, notre expérience prouve que pas forcément. Quelque part, ce n'est pas un nouveau process que vous allez mettre en place dans votre entreprise, c'est plus un changement de culture, c'est un changement de voir les choses. Et quelque part, un process, ça peut être facile à mettre en place, on séquence les choses. Changer de culture, ça prend plus de temps. Il faut que les gens réfléchissent différemment. Et comme dit Philippe, tout est basé sur l'échange. Merci à vous. Et bonjour tout le monde, moi je m'appelle Daniel, je suis dans la grande tradition du DevOps Rex, le petit poseur des questions. Un petit rappel bien sûr, sli.do, hashtag DevOps Rex pour poser vos questions pendant la présentation. Bon voilà, merci pour cette présentation. D'abord, je vais vous poser quand même quelques questions. Question numéro 1, le plus voté, mais de loin, c'est qui veut la peluche? Qui veut la peluche? Ah oui. Tout le monde veut la peluche, ça je sais bien. Bon, deuxième question est la vraie question. Pouvez-vous expliquer pourquoi le choix d'un seul container par VM? Je prends le point. Alors, le choix d'un seul conteneur par VM, il a été poussé par le fait que côté infrastructure, on devait garantir la résilience du modèle qu'on proposait. Aujourd'hui, notre infrastructure technique au niveau des data centers est composée de 2 salles qui sont séparées par une centaine de mètres. Et donc l'idée, c'est de proposer directement en service clé en main à nos développeurs des motifs de load balancés avec N backend et qui puissent être à la fois hébergés dans la salle A et hébergés dans la salle B. Donc si on veut garantir que la résilience est bien faite au niveau du modèle applicatif, on est obligé de garantir qu'on n'a qu'un seul exécutable par élément de back-end. Deuxième point qui a servi, c'est aussi la partie sécurité. Au moment où on a mis en œuvre cette partie-là, on ne savait pas forcément quel était le niveau de sécurité qui était adossé au niveau de la partie réseau sur la partie Docker. Et donc ce qu'on a fait comme choix, ça a été assez effectivement anti-façon de voir les choses sur la partie conteneur, mais quelque part on a dit on va consolider une VM, enfin un Docker par VM, et on a du coup des toutes petites VM qui sont très proches de la capacité du conteneur en fait. Excellent, merci pour ça. Une autre petite question. Oula, déjà, les questions sont correctes. Hein. Le coaching Ops est-il plutôt technique, méthodologique ou les deux? On va dire les deux. Du coup, c'est vraiment l'accompagnement et de bien montrer en fait que on ne veut pas remplacer son métier ni rien, que ça va lui apporter des choses au quotidien.
Mais il y a vraiment une formation au changement à faire pour chaque personne. Donc du coup, en fait, pour compléter, on a une formation qui prend les deux thématiques. On a une formation qui dit, voilà, la nouvelle façon de voir les choses, c'est celle-ci. Donc dans la démarche DevOps, la façon dont vous allez mettre en œuvre les choses, ça va être comme ça. Les nouveaux périmètres de responsabilité, c'est comme ça. Donc un petit peu de méthodologie. Et puis on a tout le support outillé pour montrer qu'on peut s'appuyer sur de la technologie pour mettre en œuvre cette démarche. Ben, excellent. Merci encore une fois pour cette présentation et merci d'être venu. Merci. Merci.